Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à une histoire de l'ADN. Alors on sait quelle est la structure de l'ADN, on sait comment elle est constituée dans l'espace, mais on n'a pas encore prouvé que l'ADN est le support de l'information génétique. C'est-à-dire que l'ADN porte en elle-même les gènes. Je vous rappelle le problème. Dans un chromosome, là, on a à la fois de l'ADN super enroulé et des protéines qui participent à son enroulement. Par exemple, l'ADN est enroulé autour de protéines qu'on appelle histones, qui ont une forme à peu près comme ça en cylindre, et ces enroulements sont eux-mêmes super enroulés autour d'un axe de protéines non histones qui permet de fabriquer un chromosome. On sait depuis Morgan, en 1913, que le chromosome est le support de l'information génétique. En effet, Morgan a réalisé un karyotype de drosophile complet avec tous les gènes qui se situent à l'intérieur. Grâce à des mutants qu'il a utilisés, il a pu montrer que par exemple, dans le chromosome numéro 1, celui de grande taille, là, qui est là, il existait des gènes, dont le gène EB, qui dans sa version mutée donne un corps éboni au drosophile. Sur le chromosome numéro 2, il a identifié plusieurs groupes de liaisons, notamment le gène B, qui quand il est muté donne le corps black, et le gène VG qui, quand il est muté, donne des ailes vestigiales. Et il remarque que B et VG sont associés sur un même chromosome. La preuve qu'un gène est porté par un chromosome, elle a été faite dès 1910 par Stevens, qui était une étudiante de Morgan, et qui a montré que le gène W, qui dans sa forme mutée donne les yeux blancs de la drosophile, était porté par le chromosome X. Ça, c'est le chromosome X de la mouche. Il y a le chromosome Y chez le mâle. Et ça, c'est la quatrième paire de chromosomes, ce qui fait qu'il y a 8 chromosomes au total, 4 paires de chromosomes chez la drosophile. Morgan a démontré, ça lui vaudra un prix Nobel en 1933, que les chromosomes étaient le support de l'information génétique, c'est-à-dire portaient les gènes qui correspondent à chacune des barres qui sont là. Bon, j'en ai mis que quelques-uns, en fait, il y en a bien plus en réalité. Mais pour Morgan, le support de l'information génétique, c'est les protéines. C'est pas l'ADN, parce que l'ADN, c'est trop basique comme molécule, on n'y croit pas, en fait. Alors comment on va faire pour passer d'une pensée à une autre pensée, d'un paradigme de science à un nouveau paradigme de science? Eh bien, c'est tout à fait étonnant, mais dans l'histoire des sciences, c'est souvent comme ça, c'est un peu le hasard, la chance, et en faisant un peu n'importe quoi, qu'on va réussir à le comprendre. Et le premier à avoir fait vraiment n'importe quoi, j'ai envie de dire, c'est Griffiths. C'est un Anglais qui travaille à Londres dans les années 1920. Et il travaille sur des souris, que j'ai représentées ici, là, auxquelles il administre des pneumocoques streptococcus, c'est-à-dire des bactéries qui donnent la pneumonie et qui tuent les souris. Les bactéries qui tuent les souris, c'est en particulier celle-ci, là. Donc ce sont ces doublets de bactéries entourés d'une coque, là, qui les rend lisses, c'est pour ça qu'on les appelle smooth. Donc ces bactéries S, on dit, pour smooth, elles sont mortelles. Dès qu'on les administre à la souris, elles meurent de pneumonie dans d'atroces souffrances. Bien. On connaît une autre forme de bactérie qui n'a pas la capsule de protection. Donc le système immunitaire de la souris élimine ces bactéries, les tue. Ces bactéries-là sont appelées R pour Rauf, ça veut dire rugueuse. Donc ces bactéries-là sont inoffensives, elles ne sont pas mortelles. Et là, Griffiths a commencé à faire des choses vraiment bizarres. Il a pris des bactéries entourées de capsules, mais il les a tuées. Il les a éclatées dans l'alcool bouillant. Donc elles sont mortes, elles ne peuvent plus rien faire. Et il les injecte à la souris. La souris se débarrasse de ça, ça ne lui fait absolument rien. Donc ça, c'est inoffensif. Bactérie S tuée, c'est inoffensif. Bactérie R vivante, c'est inoffensif. Et il a l'idée, un peu à la Madame Shelley, celle qui a écrit Frankenstein, de mettre ensemble des bactéries mortes S avec des bactéries R vivantes. Voilà. On ne sait pas trop pourquoi il a eu cette idée, mais il l'a eu en tout cas. Et c'est majeur parce qu'il les a mis ensemble dans la souris elle est morte. Mais non seulement elle est morte, en plus à l'intérieur de son sang, il a trouvé des bactéries S vivantes. Alors là, il y a deux possibilités. C'est soit celles-là sont revenues à la vie, mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est une entorse à la biologie. Quand on est mort, on ne peut pas revenir à la vie. Soit ce sont les bactéries R qui se sont transformées en S. C'est ce qu'on appelle donc la transformation bactérienne. Alors évidemment, c'est ça qui s'est produit. Les bactéries R sont devenues des S, mais comment? Alors, il y a une première possibilité simple, c'est que les bactéries R ont récupéré des fragments de la capsule des bactéries S. Pour vérifier que c'est pas ça, Griffiths va carrément enlever tous les fragments de capsule et mettre les bactéries S tuées sans capsule avec les R.
et ça marche, la souris meurt et on trouve des bactéries avec une capsule. Donc ça veut dire que les bactéries R ont récupéré un élément, un facteur de transformation présent à l'intérieur des bactéries mortes. Et ce facteur de transformation les a transformées en bactéries S, parce qu'en plus c'est un facteur ensuite qui se donne dans la descendance, donc qui est devenu héréditaire. Autrement dit, Griffiths vient de démontrer que les bactéries peuvent échanger des gènes d'un individu même mort à un autre. Donc même mort, ça veut dire que c'est une molécule qui passe. Parce que les molécules, c'est pas vivant ou mort. Hein. Donc ce facteur de transformation, c'est une molécule. Griffiths ne va ensuite pas du tout comprendre ce qu'il a fait et il va pas aller plus loin. Alors qu'il avait le résultat quasiment sous le nez. Mais non, il ne fait que des expériences complètement bidons autour de ça et il va finir par mourir, hélas, en 1941 dans son laboratoire à Londres. Il explose littéralement à cause des bombes allemandes que les nazis ont lancées à Londres pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, c'est aux États-Unis que la suite va être reprise grâce à Avery et ses collaborateurs qui vont reprendre exactement ça, mais qui vont se dire, bon, il doit y avoir une molécule là-dedans qu'il faut qu'on extrait et qu'on identifie. Et donc Avery se dit, bon, de toute façon, c'est soit de l'ADN, soit des protéines. Alors, il prend des protéines des bactéries mortes et il les injecte aux bactéries R. Ça ne marche pas, les R restent des R. Donc les protéines ne peuvent pas être le support de l'information génétique a priori. Et il fait ça avec de l'ADN. Maintenant, il prend de l'ADN des S, il les injecte dans les R, et les R se transforment en S. Donc, il démontre que l'ADN est le support de l'information génétique. Oui, mais il n'y croit pas. On est encore en 44, il a encore un esprit des années 20-30, où c'est pas concevable. Alors il va dire devant une communauté de chercheurs, comme ça, en conférence, bon, j'ai démontré que l'ADN est le support de l'information génétique, c'est peut-être accidentel, je ne suis pas certain quand même que les protéines n'aient pas au moins joué un rôle. Eh bien, en ne prenant pas parti comme ça, il va rater le prix Nobel et il va être oublié de l'histoire. Voilà. Parce qu'il faut à un moment prendre parti. Mais c'est une nouvelle génération qui va réussir à découvrir que c'est vraiment l'ADN cette fois-ci, et c'est sûr. Et c'est marrant parce que l'expérience de Rosalind Franklin qui permet de mettre en évidence la structure de l'ADN, c'est exactement la même année que Hershey et Martha Chase vont démontrer que l'ADN est le support de l'information génétique. C'est en même temps. Et ces gens-là, il faut absolument savoir qui c'est parce qu'ils font partie de l'école du phage qui aux États-Unis est vraiment majeure dans les années après-guerre mondiale, après Deuxième Guerre mondiale. L'école du phage sont une bande de biologistes et surtout de chimistes et de physiciens qui vont montrer qu'avec les virus, on a un bien meilleur modèle que les drosophiles. En effet, les virus se reproduisent à l'échelle de l'heure. On peut faire plein de mutants comme on veut. Et à condition de voir en tout petit, on peut, comme ça, travailler la génétique de manière bien plus rapide qu'avec des mouches. Par contre, il y a un souci. Comment on fait pour voir des virus? Comment on fait pour voir des molécules? Avec les yeux. C'est pas facile ça. Alors il y a différentes techniques. Il y a les rayons X, il y a l'autoradiographie, mais il y a aussi l'utilisation tout simplement de la radioactivité. Et ça, on le fait à tour de bras après la Seconde Guerre mondiale. Alors, dans l'école du phage, on étudie le phage. C'est quoi le phage? Eh bien, c'est un virus. C'est le bactériophage de la famille T4. Ici, c'est la version T2. Le bactériophage T2, il contamine les bactéries. Comme par exemple ici l'Escherichia coli, le colibacille qu'on a tous dans le ventre, là, dans le côlon. Okay. Les bactériophages aussi, on les a à l'intérieur. Ils s'arrangent entre eux parce que ça ne concerne pas. Ces phages-là, ces virus-là, ne contaminent pas les cellules humaines, mais uniquement les bactéries. Et ce qu'on sait, c'est que les phages, que vous voyez là en image en vrai, là, contaminent les bactéries de telle manière que les bactéries se mettent à fabriquer du virus. Donc ça veut dire que les virus injectent à l'intérieur de la bactérie une information qui peut être soit de l'ADN, soit des protéines. En effet, un virus ne comprend que ça. C'est une capsule en protéines qui ressemble un petit peu à un animal avec des pattes, c'est très bizarre, mais c'est vraiment sa structure. Et à l'intérieur de cette capside-là, on trouve de l'ADN. Alors, pour savoir si c'est l'ADN qui rentre ou les protéines qui rentrent, Hershey et Chase marquent avec de la radioactivité tantôt les protéines, tantôt l'ADN. Alors, vous le savez, l'ADN, c'est le phosphore. Si j'ai du phosphore, c'est de l'ADN. On le marque avec un isotope radioactif du phosphore, c'est le phosphore 32. Et les protéines, on les marque avec du soufre 35 parce que dans les protéines, il y a certains acides aminés, comme la cystéine par exemple, qui ont du soufre. Donc, je peux voir les protéines avec le soufre, je peux voir l'ADN avec le phosphore. Alors, au départ, il commence par marquer l'ADN.
avec le phosphore 32. Ils contaminent donc les bactéries comme ça, et au moment de la contamination, ils arrêtent toute l'expérience, ils mettent tout dans l'alcool bouillant, là, ils détruisent tout, et ils centrifugent. C'est-à-dire qu'ils font tourner comme ça très vite. Quand on tourne comme ça très vite, ce qui est lourd tombe au fond. Donc c'est les bactéries qui tombent au fond, qui précipitent avec la substance contaminante. Et le surnageant qui est au-dessus, c'est quelque chose de très léger. En fait, c'est les virus qui restent dans le surnageant parce qu'ils sont détachés. Donc là, les bactéries contaminées, et là, dans le surnageant, les virus qui restent, mais qui se sont vidés de leur information génétique, par contre, parce qu'ils l'ont mis à l'intérieur de la bactérie. Là. Quand on marque l'ADN radioactivement, on constate que la radioactivité est dans le précipité, c'est-à-dire dans la bactérie. Okay. Quand on marque les protéines, alors on voit que le précipité, il est froid, il n'est pas radioactif, c'est le surnageant qui devient radioactif. Qu'est-ce qu'on démontre? On démontre que c'est l'ADN qui est rentré à l'intérieur d'Escherichia coli. Et donc c'est l'ADN qui est le facteur de transformation, le support de l'information génétique, le support des gènes. Et ce n'est pas les protéines. Voilà ce qui vaudra un prix Nobel à Hershey dans les années 60 pour cette découverte absolument majeure, parce que ça a permis vraiment de rentrer dans le nouveau monde, le monde de la biologie moderne, celle qui va enfin admettre qu'un gène, c'est une séquence d'ADN, donc de nucléotides, contenant l'information nécessaire à la synthèse d'une séquence d'acides aminés, c'est-à-dire de protéines. Et donc c'est le gène qui dirige la synthèse des protéines et pas l'inverse. C'est ce qu'on a appelé à l'époque le grand dogme de la génétique. Ça, c'est Francis Crick qui l'a appelé comme ça, et qui reste encore vrai aujourd'hui, même si aujourd'hui, bien sûr, on le remet en question, et on n'hésite pas d'ailleurs à dire que finalement les protéines ont peut-être un rôle, l'environnement aussi, etc. Bon, on en reparlera. Dans tous les cas, l'ADN, maintenant, on voit quel est son rôle majeur, et sachez que en vous, vous possédez tous environ cette longueur-là d'ADN. Ce grand trait vert que j'ai tracé là, c'est la longueur de la molécule, en vrai, en réel, hein, de l'ADN à l'intérieur du noyau de chacune de vos cellules. Ça mesure 1,50 m, c'est la largeur de mon ardoise, plus 50 cm, ça fait 2 mètres, plus 36 cm. 2,36 m d'ADN, 3 milliards de lettres, là, et qui contient l'information nécessaire à la fabrication de tout votre corps. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment l'ADN s'exprime et permet la synthèse de protéines, où on parlera notamment des mousquetaires de la génétique, c'est-à-dire Jacob et Monod et Helmholtz. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.